Là, c'est la première des rencontres qu'on organise avec la CID sur le Festival de Cannes. La première avec Evelyne Blanc-Deleuze, qui est la chef de la mission cinéma des armées. Et moi, je ne suis pas Pascal Regard. Vous avez certainement remarqué, mais il a un rendez-vous de dernière minute. Il m'a demandé de le remplacer. Croyez-moi, c'est avantageusement. Voilà. Donc, plus sérieusement, Evelyne, on voit cinéma et armée, mission cinéma des armées, donc c'est deux termes qui questionnent quand ils sont accolés. Un rapide historique, la mission cinéma a été créée en 2016 par le ministre de l'époque, à l'occasion de la collaboration extrêmement fructueuse qui a eu lieu sur la série de Bureau des légendes, entre pourtant un service extrêmement fermé du ministère, puisqu'il s'agissait de la DGSE à l'époque, et puis la production audiovisuelle. Et le ministre de l'époque s'est dit on devrait créer une entité, une structure, un petit département, un petit service, pour essayer de favoriser l'émergence de programmes similaires à celui du Bureau des légendes, que ce soit en film ou que ce soit en série audiovisuelle. Donc la mission cinéma a été créée à ce moment-là directement par Jean-Yves Le Drian. En 2017, changement de gouvernement, Florence Parly, qui était la nouvelle ministre des Armées, a suivi exactement la même politique, parfaitement consciente de l'importance de la fiction en termes de communication pour le ministère des Armées, et a même signé un accord avec la Guilde des scénaristes, que je ne vous présente pas, qui est un syndicat de scénaristes de fiction, en leur disant, mesdames et messieurs, votre seule limite sera votre imagination. Alors c'est une promesse politique, c'est vrai, qui est un peu plus difficile à tenir dans la vraie vie, parce qu'il y a bien évidemment des choses sur lesquelles nous ne pouvons pas communiquer, mais en tout cas, ça marque bien la politique volontariste du ministère de s'ouvrir à la création et de s'ouvrir à des gens comme vous, réalisateurs, scénaristes ou producteurs. 2019, lorsque je suis arrivée, on m'a demandé d'élargir les missions de la mission cinéma à l'ensemble des industries créatives. Alors pourquoi nous faisons ça ? Pour une raison très très simple, c'est une raison de communication, parce que nous estimons que la fiction contribue au rayonnement des armées. Aujourd'hui, on est parti d'un constat très, très simple, très factuel malheureusement, c'est que des Français adorent leur armée. Chaque mois, on fait une étude, un sondage. Et dans ce sondage, on a toujours à peu près 80% des Français qui déclarent avoir une bonne, voire très bonne image des armées. Nos amis de la police aimeraient bien faire autant dans cette chance-là. Mais en revanche, quand on creuse, ils n'ont aucune idée de ce que les armées font réellement. Ceux qui pensent la connaître, ce sont les plus anciens, qui ont fait leur service militaire il y a maintenant plus de 25 ans, et entre-temps, ça a bien changé. Et ensuite, sinon, ce sont vraiment que des idées préconçues. Exemple, dans l'armée de l'air, il n'y a que des pilotes de chasse qui ressemblent à Tom Cruise. Bien évidemment, ce n'est pas ça. En plus, Tom Cruise, en l'occurrence, c'est l'aéronaval. Mais ça, c'est un détail. Donc, il y avait une très forte méconnaissance des Français sur l'armée, ou les armées au sens général du terme, alors que c'est quand même quelque chose de très important. C'est un pouvoir régalien. Les Français connaissent bien la police, connaissent bien... sont tous rentrés à un moment ou un autre dans un commissariat, connaissent la gendarmerie parce qu'on a tous à un moment ou un autre été arrêtés par les gendarmes pour excès de vitesse ou je ne sais pas. On connaît aussi les hôpitaux, malheureusement, parce qu'on y va régulièrement ou on y va de temps en temps voir des gens malades. En revanche, on ne pénètre pas dans une base militaire. Donc c'est un sujet à fantasme. Et la plupart des gens imaginent les armées comme des gens qui se battent et qui font la guerre. Oui, bien sûr, les armées sont là pour défendre la patrie et pour, avant tout, protéger la paix. Mais les gens font la guerre, mais la guerre, elle a de multiples facettes. On parle de guerre en Ukraine, bien sûr, c'est la guerre classique, la guerre que l'on imagine, ce qu'on appelle la guerre dans notre jargon de haute intensité. Il y a aussi différents autres types de guerres qui sont la guerre cyber, qui sont le terrorisme, qui sont toute une série de guerres très, très différentes, avec des enjeux de défense aujourd'hui, dans un monde où la conflictualité est de plus en plus forte, et je vous laisse simplement faire référence à tous les titres que vous pouvez voir, à tout ce qui se passe, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit un peu partout, en Afrique, un peu partout dans le monde. Donc là, pour nous, c'est vraiment un outil, je dirais, de communication, faire comprendre comment ça se passe et comment ça marche. Et donc concrètement, pour mener à bien vos missions, vous avez quel type d'action et quel type de moyens, et pourquoi aujourd'hui on a demandé aux cinéastes de venir dans cette salle pour que tu leur présentes la mission cinéma? Alors les moyens, et pourquoi vous êtes là? Parce que simplement, n'hésitez pas à venir nous contacter, à venir nous voir lorsque vous avez des projets déjà avancés ou au contraire en tout début de développement en cours qui concernent de près ou de loin le ministère des Armées.
Alors, de près ou de loin? De près, bien évidemment, lorsque ce sont des sujets qui nous concernent directement, lorsque vous pouvez parler d'un conflit, lorsque vous pouvez parler de terrorisme, lorsque vous pouvez parler de quelque chose qui engage à un moment ou à un autre les armées. De plus loin, lorsque vous avez des problématiques, alors je vais donner un exemple, on intervient sur des productions, sur des films qui a priori n'ont rien à voir avec les armées, mais sur lesquels on va apporter un plus, parce que nous sommes là pour apporter de la vraisemblance, de la crédibilité au récit. On est en fait, comme les gens qui écrivent ou les gens qui réalisent ne connaissent pas les armées pour les raisons que je vais vous indiquer tout à l'heure, nous, notre rôle, c'est de les mettre en contact avec les opérationnels terrain. C'est de leur fournir de la documentation, de les envoyer en immersion, de faire en sorte que lorsqu'ils vont écrire leur série ou leur film ou autre chose, ou leur documentaire, c'est qu'ils aient une vraie connaissance, je dirais presque, de l'intérieur, qui ne pourront pas forcément trouver en externe, parce qu'il y a des choses qui existent sur le net ou ailleurs, mais l'essentiel, c'est de rencontrer des experts du sujet. Et donc, on les met en contact avec des experts du sujet qui vont apporter leur expertise ou autre, à partir de laquelle ils pourront écrire une histoire. Alors, je vous rassure, on n'intervient jamais sur le contenu. Ça, c'est votre affaire, c'est votre responsabilité, ce n'est pas la nôtre. Nous, très clairement, notre positionnement, c'est un soutien technique. Ça peut être un soutien éditorial, mais c'est un soutien technique. On va vous fournir des infos et après, vous en faites ce que vous voulez en faire parce que votre essentiel à vous, c'est de raconter une histoire. Et puis ensuite, nous, on va vous aider à la contextualiser dans quelque chose qui soit le plus plausible, le plus plausible possible. Donc là, c'est lorsque ce sont des sujets qui nous concernent directement, qui parlent d'enjeux de défense ou d'enjeux géostratégiques ou géopolitiques, etc. On peut aussi intervenir sur des choses qui nous concernent de beaucoup plus loin. Et vous ne penserez pas forcément que l'on peut vous aider là-dessus. Je prends un exemple, le film sur l'abbé Pierre, le biopic de l'abbé Pierre. Bon, au-delà de tout ce que l'abbé Pierre a pu faire, on a pu découvrir après. On a aidé la production tout simplement parce qu'on a ressorti le dossier militaire de l'abbé Pierre à ce moment-là, qu'il n'avait pas, ce qui a donné des informations complémentaires que la production n'avait pas. Pour une série comme Les Combattantes, on les a aidés, qui parlent, qui situent l'action en 14-18. On les a aidés à reconstituer un camp militaire tel qu'il était en 14-18. On les a mis en contact, on a mis la partie d'éco en contact avec le service de santé des armées, des gens qui étaient spécialistes de la médecine de guerre et qui ont expliqué qu'à l'époque, en 14-18, la médecine de guerre, c'était pas ça, c'était plutôt autrement. À nouveau, c'est uniquement pour apporter de la vraisemblance, de la crédibilité, quelque chose qui semble, entre guillemets, réel, même si bien évidemment, ça reste de la fiction. Donc, comment ça marche? N'hésitez pas à nous contacter. Si on peut vous aider, on le fera en toute transparence. Donc, on peut mettre à votre disposition, on peut vous aider au départ, moi, ce que j'appelle sur le plan éditorial, c'est-à-dire qu'on peut être source de conseils, source de documentation, vous envoyer en immersion. Donc ça, c'est au départ de l'idée. On peut vous accompagner dans le développement du projet avec des gens chez nous, spécialistes du sujet, qui vont pouvoir vous suivre, répondre à vos questions. Si vous le souhaitez, relire les scripts et vous dire, là, dans la vraie vie, c'est pas ça du tout, ça se passerait plutôt comme ci et comme ça. Libre à vous de prendre, de ne pas prendre, de laisser ou pas. À nouveau, je le dis, je le répète, c'est votre sujet, d'accord ? On peut bien évidemment vous accueillir pour des tournages. Alors avec une chose importante à savoir, c'est qu'il s'agit d'argent public, donc l'accueil de tournage ne se fait jamais gracieusement. Je vous rassure, visiblement dans les armées on ne connaît pas l'inflation puisque les prix n'ont pas bougé depuis 2010. Donc on peut vous accueillir pour un tournage. On n'a pas le droit de mettre à disposition des choses que vous pouvez trouver dans le privé, chez Maratier ou autre. Donc, mais bon, en termes de technique, par contre, un char, un avion, quoi que ce soit, c'est un peu plus compliqué. Donc là, on pourra vous aider et on essaiera de faire en sorte que ce soit compatible avec l'économie de vos projets. Et puis, on peut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au moment où le programme est prêt à diffuser. Et à ce moment-là, on peut vous accompagner en communication pour faire la promo du film, de la série ou autre dans l'écosystème militaire, voire même travailler avec vous sur des avant-premières. Je vois que vous avez dans le panel des offres que vous proposez la consultation d'archives. C'est ce que vous avez fait pour le film L'Abbé Pierre. Est-ce que, en termes de délai, est-ce que ça prend beaucoup de temps? Puisque je vois qu'il y a quand même pas mal de projets à gérer. On a dans la salle des cinéastes qui ont besoin d'une réactivité. En gros, il faut que vous contactez à quel stade et combien de temps à l'avance? Alors, le plus tôt vous nous contactez, le mieux vous vous portez. Pour une raison très simple, c'est que malheureusement, nous, notre réactivité Mission Cinéma, celle-là, je peux la garantir, puisque en général, quand on reçoit un projet, je dirais dans les 2-3 jours qui suivent, le projet est traité.
Et quand je dis qu'il est traité, c'est-à-dire que nous identifions en interne quels seraient les meilleurs interlocuteurs sur le projet en question. Nous contactons l'interlocuteur en lui expliquant le projet. Nous contactons la direction de la communication de l'armée concernée pour être bien sûr qu'il soit au courant et qu'il soit en phase avec notre volonté de vous aider, de vous soutenir. Et ensuite, la réponse qu'on sera susceptible de vous donner va dépendre de la réactivité de nos correspondants. Certains sont extrêmement rapides, c'est-à-dire qu'en quelques jours, vous avez vos réponses. D'autres sont un peu plus lents. Et quand ils sont un peu plus lents, vous n'hésitez pas à nous rappeler, à sonner la cloche. Nous, on les relance derrière, systématiquement. Je dirais que quelques jours, à maximum quelques semaines, mais c'est le grand maximum. Il y a la même mission au ministère de l'Intérieur. Oui. Comment s'articulent vos deux missions Alors, ce sont deux ministères régaliens. Le ministère de l'Intérieur s'est chargé de la sécurité en France. Le ministère des Armées s'est chargé de la défense de la France, mais plutôt à l'étranger. Donc, voilà. Nous travaillons, je dirais, de concert, mais ce sont deux ministères différents. Oui, mais vous citiez tout à l'heure le terrorisme, par exemple, sur des consultations sur le terrorisme. Ça peut concerner les deux Ça concerne les deux. En général, on travaille régulièrement avec le ministère de l'Intérieur. On a des gens qui nous appellent, par exemple, sur des programmes qui concernent le GIGN. Pourquoi ? Parce que les gendarmes sont des militaires. Mais les gendarmes sont des militaires, certes, mais ils dépendent néanmoins du ministère de l'Intérieur. Donc on les renvoie vers nos collègues du ministère de l'Intérieur. Sur des sujets comme le terrorisme, bien souvent on va avoir de la DGSI, on va avoir de la DGSE, et en fonction des projets, en fonction des sujets, il y aura peut-être une intervention des forces armées sur différentes choses. Donc, on travaille très, très souvent en collaboration. Quand vous avez un sujet qui touche le terrorisme, qui touche les sujets géopolitiques, géostrates ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à faire appel à nous. Si ce n'est pas nous, si on ne peut pas vous aider, on vous dira allez voir un tel ou tel autre. Voilà. Tout ce qui est cyber. Cyber, c'est compliqué parce qu'on a, nous, une lutte cyber. Le ministère de l'Intérieur a aussi son propre organisme. Il y a aussi Viginum, qui est au niveau interministériel, qui dépend directement du Premier ministre. Parfois, un chat n'y retrouverait pas ses petits. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous. Et puis, on vous aidera peut-être à retrouver vos petits. Voilà. Peut-être que tu pourrais donner un exemple de ce qu'est la lutte cyber en matière d'un film. Quel sujet concret avec quel sujet on peut venir vous voir ? La lutte cyber, c'est extrêmement varié. On a organisé récemment ce qu'on appelle les opérations découvertes. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées. Justement, comme les missions des armées ne sont pas forcément toujours très bien connues, on organise de manière proactive des opérations découvertes où on invite des réalisateurs, des cinéastes, des scénaristes, des producteurs, des diffuseurs aussi, à venir découvrir un pan d'activité. Parmi lesquels, une des dernières opérations découvertes que nous avons faites, c'était sur le ComCyber, le commandement cyber, où là, on a amené les gens à Rennes. Et on leur a donné, ils ont rencontré le général Bonnemaison qui gère l'ensemble, ils ont rencontré des opérationnels dont la lutte cyber est vraiment le quotidien, et en montrant tout ce que ça signifie, tout ce que signifie la lutte cyber. La lutte cyber, c'est à la fois c'est des écoutes, c'est du hacking, ce sont des attaques, qui dit attaque dit défense, mais qui dit contre-attaque aussi. En prenant, alors c'était fabuleux parce que ils nous ont montré ce qu'il était possible de faire avec un drone pour pirater un drone et pour repartir. Ils nous ont montré ce qu'il était possible de faire pour arriver à capter des informations à travers uniquement des goulottes de chauffage, par exemple. Ils nous l'ont montré de visu. C'était vraiment, c'était fascinant, véritablement. Ils nous ont posé une question toute bête en nous disant « Vous avez pris le TGV pour venir nous voir ?» Oui. « Vous êtes connecté sur le Wi-Fi du TGV ?» Oui, il dit écoutez, on aurait pu pirater toutes vos informations. Ah bon, mais comment ? Ils nous ont montré comment c'était possible. C'est autant d'idées pour vous à la création, mais sur des choses concrètes, véritables, pour venir nourrir votre imaginaire, mais à partir de choses réellement existantes. Ou si elles ne sont pas existantes, qui potentiellement pourraient exister. Et cette notion-là, je dirais, de soutien à la créativité, à partir de choses existantes ou potentiellement pouvant exister, pour nous, c'est vital. Pour nous, c'est vital. Pourquoi ? Et on est vraiment là dans la communication. C'est vital parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde au niveau international qui est en pleine conflictualité. Les Français ne le savent pas, mais on est en guerre. Alors, ce n'est pas une guerre avec des chars, des avions, des machins, des trucs, en tout cas pas chez nous. Mais on est en guerre quand même, que ce soit au niveau des informations, que ce soit au niveau cyber, ce soit des choses comme ça. Les Français n'en sont pas
pas forcément conscients. Et écrire des histoires, faire des films, raconter des séries qui vont prendre ces éléments-là à partir d'éléments factuels réels, en tout cas qui existent, et puis ensuite raconter une histoire, je pense que ça, c'est important en termes de communication pour faire comprendre aux Français les enjeux auxquels nous sommes tous confrontés aujourd'hui. Tu as parlé de la volonté d'ouvrir la mission cinéma dans la fiction. Aujourd'hui, quand je regarde ce que vous faites, vous intervenez à la fois sur du court-métrage, du long-métrage, du documentaire, des séries audiovisuelles, mais aussi de la bande dessinée, du roman, de la réalité virtuelle, de l'e-sport et du jeu vidéo. Oui. Et pourquoi cette explosion ? Parce qu'en fait... Parce que on intervient aujourd'hui quand même 70% de notre activité reste dans l'audiovisuel ou le cinéma. Mais néanmoins, on intervient dans toutes les industries créatives, tout simplement dans tous les secteurs ou dans tous les vecteurs qui sont potentiellement des vecteurs de communication auprès du grand public, auprès des jeunes et auprès, je dirais, vraiment du très large public. Alors, on a parlé du cinéma, de l'audiovisuel. On raconte des histoires dans le cinéma, dans l'audiovisuel. On fait des documentaires ou de la fiction. Mais on peut aussi raconter des histoires dans la bande dessinée. Donc, on s'intéresse beaucoup à la bande dessinée. On s'intéresse aussi au manga. On a signé un accord avec une école de manga, on est en train de préparer un accord avec une école de manga pour inciter les étudiants de cette école-là à raconter, en tout cas à s'emparer du sujet au global militaire dans son sens large, dans son acception la plus large possible, pour écrire des mangas là-dessus. Le e-sport, alors le e-sport pourquoi ? Il y a 12 millions de Français qui jouent et qui regardent régulièrement du e-sport. 12 millions. C'est-à-dire que si on enlève les moins de 7 ans et si on enlève les plus de 70 ans, ça fait quand même un sacré pourcentage de la population. Oui, mais qu'est-ce que vous faites dans le e-sport ? Alors, on a créé une équipe e-sport. Donc là, c'est pas dans le contenu, c'est dans le contact, c'est dans le lien armée-nation. On a créé une équipe arquée, qui est une équipe interarmée qui joue dans le e-sport, et puis il participe à différents tournois, et il joue avec des civils et autres, contre des civils. Enfin, ça crée vraiment une émulation. Tout ça rentre dans ce que nous appelons dans notre jargon le lien armée-nation, c'est-à-dire rapprocher les armées au maximum de la population ou la population des armées. Ça passe par la cinéma, ça passe par la série audiovisuelle, ça passe par la BD, ça passe aussi par le e-sport. Et le webtoon. Et le webtoon. Le webtoon. Tu me regardes avec les grands yeux. Le web 2.0. Non, le webtoon. Alors, le webtoon, c'est de la BD numérique qui a un défilement vertical sur les portables. Alors, on s'intéresse au webtoon parce que, si tu regardes dans le métro le matin, il y a pas mal de gens qui regardent des webtoons. Le webtoon, c'est un marché qui fait fureur en Corée. Vraiment très, 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 très important. Et on a de plus en plus de séries ou de films issus de héros webtoon, qui est aujourd'hui en train de démarrer en France, qui a déjà pas mal démarré, mais qui est encore assez tout début. On va dire que le marché du webtoon en France, c'est l'équivalent du marché des mangas il y a 25 ans. Mais il connaît la même croissance. Voilà. Donc on essaie de prendre le train aujourd'hui et pas courir après le train lorsqu'il sera lancé à une allure. En fait, tout ce qui marche, vous vous plongez dedans. Ou même avant que ça marche, on aide à ce que ça marche. D'accord. On essaie en tout cas. Donc modeste contribution. Concrètement, tu as parlé des immersions sur le terrain. Je prends une personne là, si elle veut faire une immersion dans l'armée, comment ça se passe ? Qui est le contact ? Comment il faut s'y prendre ? Nous, en fait, pour venir faire une immersion chez nous, n'hésitez pas à nous contacter en nous disant, voilà, moi j'ai un projet, j'ai envie d'écrire une histoire, ou je suis en train de travailler, je suis en train de développer quelque chose sur telle thématique. Donc on va de toute façon vous recevoir, on va voir avec vous si vous êtes tout seul, si vous avez déjà une société de production avec vous, quel est le niveau d'avancement du projet en question. On va voir ce dont vous avez besoin, on va essayer de déterminer vos principaux besoins. Quand la demande est trop vaste, on va vous demander de la préciser. Ensuite, on va voir le CIRPA, c'est-à-dire la direction de la communication de l'armée ou des armées concernées, pour voir ce qu'il est possible de faire pour vous aider. Et puis ensuite, on va pouvoir organiser soit une rencontre avec des spécialistes, soit carrément une immersion. Je prends un exemple qui est sorti récemment, la série Cœur Noir. Alors, ce n'est pas du cinéma, c'est de l'audiovisuel, mais bon. La série Cœur Noir qui est sortie sur Amazon Prime la semaine dernière, vendredi dernier, et qui sera diffusée sur France 2 en fin d'année, la saison 2. On a envoyé les scénaristes en immersion dans les forces, dans des régiments de forces spéciales.
Il y a quelqu'un qui est un ancien de chez nous, enfin un ancien militaire, qui a suivi tout le développement, qui était présent aussi au moment du tournage pour veiller à la position, machin, etc. On n'a pas que le tournage, puisqu'il a été tourné au Maroc. Mais ensuite, on les a aidés en termes de communication, puisqu'on a organisé une avant-première dans nos locaux. Voilà ce qu'on a fait. On les a envoyés en immersion. Et on a fait mieux que ça, parce que juste avant le tournage, on a aussi envoyé en immersion le réalisateur, les principaux acteurs, pour qu'ils aient le temps et qu'ils aient l'occasion d'échanger avec leur équivalent, entre guillemets, dans la vraie vie, pour s'imprégner de leurs réactions, pour s'imprégner de qu'est-ce qu'on ressent quand on fait, voilà, pour être encore plus crédible à l'écran. Voilà. Je lis qu'en 2023, vous avez eu plus de 200 projets et sollicitations, dont 20 tournages. Est-ce que la tendance 2024 est à la hausse ou à la baisse? Alors, ça dépend sur quels critères. Alors, 20 tournages par rapport à 200 projets. Alors, attendez, on va reprendre les 200 projets. Les 200 projets, ce sont 200 sollicitations sur lesquelles nous avons été amenés à travailler. Sur ces 200 sollicitations, il y a des sollicitations qui ne concernent que des demandes d'accueil de tournage, possibles ou pas possibles. Il y a des sollicitations qui sont plus éditoriales, de conseils techniques et d'apport, je dirais, plus en amont du projet. Donc, c'est un tout. Sur ces 200 sollicitations, ce ne sont malheureusement pas, mais vous êtes encore mieux placé que moi pour le savoir, 200 programmes qui vont sortir, puisque je ne vous apprends rien en disant qu'un programme audiovisuel met plusieurs années à voir le jour et qu'un programme et un projet sur lequel on travaille n'est pas forcément un projet que les téléspectateurs verront un jour, puisqu'il y a quand même une attrition dans notre secteur qui est vraiment très, 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 très forte. Donc, nous, on travaille sur plein de projets dont certains ne verront jamais le jour. Donc, pour nous, c'est un investissement en temps, mais je dis toujours, c'est un peu comme le loto, quoi. Pour gagner le gros lot, il faut déjà acheter son billet. Voilà. Donc, voilà comment nous travaillons. Donc, vous venez nous voir, on travaille avec vous pour voir quels sont vos besoins. On essaie d'identifier avec l'armée ou dans l'armée concernée qui pourrait au mieux vous aider. Et puis ensuite, on vous met en relation et puis vous continuez votre petit chemin. La seule chose qu'on vous demande, c'est de nous tenir informés, de nous tenir au courant. Et 20 tournages, du coup, vous en avez combien en 2024 ? En 2024, je ne sais pas, je suis en train de faire, je ne sais pas, à peu près la même chose. Ça dépend complètement des années parce que nous, on accueille facilement des tournages. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que les armées ne sont pas là pour faire du cinéma. Donc, on accueille des tournages, mais d'abord, il y a une priorité qui est donnée aux tournages qui sont en lien avec nos sujets, toujours. Et ensuite, les contraintes opérationnelles restent de toute façon prioritaires par rapport à un accueil de tournage, puisqu'on est avant tout là pour protéger les Français et la France, et pas forcément pour accueillir du cinéma. Et comme en ce moment, c'est quand même la situation internationale est un peu tendue, ils sont un peu moins disponibles. Mais la volonté reste là. Hein. Une dernière question, parce qu'on ne peut pas faire un débat ou une intervention sans parler de l'IA. Aujourd'hui, l'IA permet de reconstituer des décors, d'avoir des conseils. Est-ce que vous pensez que ça peut vous remplacer à terme, comme les cinéastes pensent que ça va les remplacer à terme ? Alors que l'IA remplace les armées, ça j'en doute fort. Non. Non, pas les armées, la mission cinéma. Mais non, que l'IA remplace la mission cinéma, non, puisque de toute façon, l'IA vient se nourrir. Une intelligence artificielle ne peut pas fonctionner seule. Une intelligence artificielle, elle ne peut fonctionner qu'à partir du moment où elle a une base de données. Et cette base de données, nous sommes les seuls à l'avoir. Et en fait, il y a des choses qu'on peut vous dire, d'autres choses qu'on ne peut pas vous dire, mais qui détient ces informations-là, ce sont nous. Ce ne sont pas des informations, c'est pour ça que je vous dis, venez nous voir, n'hésitez pas. Ce ne sont pas forcément des informations faciles à trouver au niveau du marché dans le grand public, pour des raisons évidentes. Hein. Donc, non, l'IA, pour nous, n'est pas un danger. Enfin, nous, Mission Cinéma, non. Donc, si je résume, si vous interrogez ChatGPT sur comment faire tourner une scène, etc., ne vous fiez pas à la réponse. Ils n'ont pas la base de données. Il vaut mieux appeler Evlis. Ouais. Enfin, pour tout ce qui concerne les armes, toujours. Oui. non, bien sûr, c'est le thème. Est-ce que vous avez des questions ? C'est toujours la première, la plus compliquée. Alors, peut-être que je les ai endormis. Non, je pense pas, moi. Ah, si, voilà. Une main. Encourageux. Il y a un sujet, vous parlez de l'armée, c'est le nucléaire, parce que par définition, c'est un sujet qui est, surtout en ce moment, sur deux bancs de la scène, un peu haut, alors qu'il semblait être dans le nord passé. Est-ce que c'est qu'un sujet sur lequel on peut aussi vous consulter, ou est-ce que c'est plus délicat parce que les informations sont par définition extrêmement... Alors, vous pouvez toujours nous consulter.
Non, mais vous pouvez toujours nous consulter. Il y a des choses sur lesquelles nous ne pourrons malheureusement pas communiquer. Il y a des sujets, vous avez raison, qui sont beaucoup plus touchy. En français, on dit quoi? Sensibles. Il y a des sujets qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres. Mais je prends l'exemple du Chant du Loup. Le Chant du Loup traite de la dissuasion nucléaire. Là, on a travaillé sur... Et puis en fonction des sujets... Pourtant, on a fait le Chant du Loup, on les a beaucoup aidés parce que sans l'armée, ça n'aurait jamais pu être fait. On a travaillé, on est sur un projet de film où on parle vraiment de dissuasion nucléaire et où on parle vraiment, je dirais, le film est inspiré de ce qui pourrait, bon ça reste une fiction, mais de ce qui pourrait se passer aujourd'hui. Il est évident que c'est un sujet touchy, très très sensible. Quand les sujets sont très sensibles, on les fait remonter. Après, on nous dit, ok, vous y allez, vous pouvez aider. Au bout d'une heure, écoutez, non, là, on restera discret, on n'aidera pas. Donc ça dépend vraiment du sujet, mais en tout cas, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Tout à fait. Bonjour. Moi, je travaille pour la région Réunion et j'ai une question un petit peu territoriale. Je voulais savoir quels étaient vos liens avec justement les territoires. L'armée, c'est très important dans les Outre-mer. C'est vraiment un endroit de référence aussi pour la jeunesse des ultramarines. Et je me demandais si justement vous aviez des liens, c'est que hexagonal ou il y a aussi des connexions avec notamment l'Outre-mer et la Réunion. Alors, la Réunion, pour l'instant, je me tourne vers notre équipe. On n'a pas de projet actuel avec la Réunion. Par contre... En revanche, on a notre directeur adjoint qui a fait une partie de sa carrière à la Réunion, qui était le responsable, qui était le chef des Forzailles à la Réunion. Donc, il connaît très, très bien le secteur. Il y est extrêmement sensible. Mais on travaille bien sûr avec les Outre-mer. D'abord parce que là, les armées dans les Outre-mer, c'est quelque chose de très important. Parce que le territoire national, c'est l'Hexagone. Nous, à Paris, bien sûr, pour nous, le territoire national à Paris, c'est Paris. Mais au-delà de la plaisanterie, c'est l'Hexagone. Mais c'est tout ce qui est territoire ultramarin. Qu'il soit département ou qu'il soit territoire ultramarin, c'est quelque chose d'extrêmement important pour la France en termes d'enjeux stratégiques aujourd'hui. Surtout, encore plus, je dirais, aujourd'hui. Donc oui, on travaille avec eux. On a beaucoup travaillé avec la Guyane. On a beaucoup travaillé avec la Guyane parce que l'avantage de la Guyane, c'est que de par sa topographie et de par sa flore, c'est la jungle. Donc il y a pas mal de choses qui peuvent se tourner en Guyane et qui dans la fiction, sont censés se tourner en Asie ou sont censés se tourner ailleurs. On pourrait faire la même chose à La Réunion, mais sur d'autres sujets. Donc ça dépend vraiment du sujet, mais on n'est absolument pas fermé. Au contraire, de notre côté, il est évident aussi que le choix des producteurs sur les lieux de tournage va dépendre, du sujet, du type de décor dont ils ont besoin, et puis des aides et des incentives qu'ils peuvent trouver auprès des régions concernées. Voilà. Mais ça ne nous concerne pas, mais on en subit ou on bénéficie des conséquences. Voilà. Je vais prolonger la question de François Val de tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des grands sujets sur lesquels vous dites, là on n'intervient pas du tout, parce que c'est trop touchy, le nucléaire n'en fait pas partie a priori. Est-ce qu'il y en a d'autres sur lesquels c'est un... Il n'y a aucun sujet sur lesquels je vous dirais c'est pas la peine de nous interroger. Moi, je préfère que vous veniez nous interroger et qu'ensuite on vous dise écoutez, désolé, mais on peut pas. Je donne un exemple. Il y a un documentaire quelqu'un sur un documentaire nous a contacté. Il voulait parler du nucléaire justement et des essais nucléaires faits à Mururoa. D'accord ? Donc là, on s'est dit oh là là. Il y a des sujets qui sont plus sensibles que d'autres. Ça s'en fait partie. Voilà. Alors, ça en fait partie pour des raisons politiques. Hein. C'est pas des armées, c'est pour des raisons politiques. Donc, on se dit, de toute façon, on va poser la question. Qui ne tente rien n'a rien. Et bien, ça a marché. Et pour la première fois, il y a un tournage qui a été autorisé à Mururoa et à À quoi ? Fangatova, voilà, c'est ça. Peut-être que c'est mal prononcé. C'était possible, alors qu'au départ, on pensait que ça ne le serait pas. Voilà. Et on vous demande votre avis ou vous passez les projets? C'est-à-dire que quand vous recevez des projets, vous faites une première sélection? On fait une première sélection. Alors, on fait une première sélection parce que, comme tous les gens qui vont vous répondre, ce sont des gens qui font ça en plus de leur job. Nous, on a déjà des huluberlus qui sont venus nous voir, qui n'avaient jamais rien fait de leur vie, qui nous ont dit, voilà, moi, je vais faire une série sur les pilotes de chasse et en fait, ça sortira sur Netflix. D'accord ? Et en fait, voilà. Et donc là, on va répondre gentiment aux gens, mais on va les éconduire gentiment, on ne perdra pas trop de temps, et puis surtout, on ne va pas passer on va pas demander aux gens qui sont quand même très sollicités
de passer du temps sur des projets qui, de toute évidence, ne verront jamais le jour. En revanche, on fait donc ce premier tri-là. On regarde les projets, parce que, comme je vous disais, c'est pour nous de la communication. Hein. Donc, les projets qui raconteraient mais n'importe quoi, ou qui seraient totalement à charge, parce qu'antimilitariste primaire, ex-années 70, sans se rendre compte que le monde a quand même bien évolué depuis, moi je dirais à ces gens-là que vous êtes gentils, mais bon, je ne vais pas vous aider, faites votre projet, mais sans moi. Voilà, ça c'est évident. Mais ça arrive rarement. Ça fait 5 ans et demi que je suis au ministère des Armées. Là, je regarde Mickaël, on a refusé un projet, un seul. Mais c'est hyper rare. Parce que la plupart du temps, lorsque les gens arrivent avec des projets qui sont, je dirais, limites pour nous en termes de communication, ils sont limites en termes de communication, mais pas parce que c'est de l'antimilitarisme primaire. Ils sont limites parce que simplement par méconnaissance. Donc quand les gens méconnaissent, on les met en contact avec les vrais, puis après ils écrivent, ils réécrivent, ils changent, ils modifient, ils enrichissent. Et puis là, leur projet, ça reste une histoire, quoi. Moi, ça ne me gêne pas qu'il y ait des méchants militaires dans un projet, je m'en fous. Enfin, c'est pas là. On connaît le principe d'une fiction. Il y a un objectif, il y a un héros, il va se passer plein de choses qui vont empêcher le héros de remplir son objectif. Sinon, il n'y a pas d'histoire. Quand les trains arrivent à l'heure, il n'y a pas d'histoire. Donc ça, à charge à nous de le faire comprendre en interne. En revanche, une fiction ou un récit où tout serait noir et il n'y aurait que des méchants et il n'y aurait que des abrutis, je dirais, attendez, vous êtes gentils, mais dans l'armée, oui, il y a des abrutis, mais comme chez les réalisateurs, comme chez les scénaristes, comme chez les producteurs, comme chez les médecins, les bouchers ou quoi que ce soit, voilà. Oui, mais non, venez nous voir, il n'y a pas de souci. Et quand vous parlez de venir vous voir, quel est le format qu'il faut vous présenter, qui serait le mieux art, c'est-à-dire ça dépend, parce que parfois c'est un scénariste seul, un metteur en scène, une équipe. Alors, vous venez nous voir nous disant, le plus simple c'est le mail, voilà, en disant, je suis monsieur machin, j'ai envie de décrire, ou je suis en train d'écrire, en décrivant votre projet, le sujet du projet, où est-ce que vous en êtes dans son développement, c'est-à-dire que soit vous en êtes au tout début, en première phase de réflexion, soit vous êtes déjà un petit peu avancé et vous êtes en cheville avec un producteur ou pas de producteur, et en fonction de ce que vous souhaitez faire, de toute façon, nous, on vous recevra. Ou en tout cas, on vous donnera une réponse. Et vous nous expliquez la thématique, ce que vous cherchez, ce dont vous avez besoin. Et puis ensuite, c'est le process que j'expliquais tout à l'heure. On va trouver là je parle au niveau éditorial, qui pourrait vous aider, et puis on va essayer de vous accompagner comme ça. Lorsqu'il s'agit d'un simple tournage, à ce moment-là, on a besoin de savoir quel est le sujet, le synopsis, quel est le scénario, si c'est un scénario qui nous concerne directement. Si le scénario ne nous concerne pas, on aura besoin du script, des séquences pour lesquelles vous voulez venir tourner chez nous. On aura besoin de savoir qui est la boîte de prod, qui est le réalisateur, est-ce qu'il y a quels sont les acteurs, enfin en gros le truc. On va avoir besoin d'une copie de l'assurance pour le tournage. On va avoir besoin d'informations sur la taille de l'équipe, quand est-ce que vous voulez tourner, combien de temps, est-ce qu'il y a du démontage, de la préparation, du machin, enfin bon, je dirais tous les trucs classiques. Parce qu'il est évident que si vous voulez tourner chez nous dans une base militaire, en fonction du décor que vous cherchez, il y a des bases qui sont plus faciles d'accès que d'autres qui sont plus sensibles parce que les lieux sont plus sensibles. Si vous venez à 10 ou si vous venez à 300, sur, je sais pas, en gros une grosse fiction avec des costumes, avec beaucoup d'intermittents, beaucoup de figurants, merci. Beaucoup de figurants, c'est pas le même poids. Parce que ce que je disais encore tout à l'heure, dans une base militaire, on ne rentre pas comme dans un moulin à vent. C'est-à-dire que quand il y a un tournage, il faut préparer en amont, il faut savoir qui sera là pendant le tournage. On va vous demander la liste, par exemple, de toute l'équipe technique. On va la demander avant, parce que cette liste-là devra être screenée, c'est-à-dire passer au tamis. On ne laisse pas rentrer n'importe qui sur une base militaire. Ça nous est rarement arrivé, mais il nous est déjà arrivé d'avoir des retours, on ne connaît pas pourquoi. Hein. On nous dit « Monsieur machin », non. Et pourquoi ? Parce que, ok, très bien. Donc on dit à la production, désolé, mais Monsieur machin, on ne peut pas. Voilà. Mais pour des raisons évidentes de sécurité. Voilà. Est-ce que je réponds à votre question ? Oui, non, absolument, non. Mais ce que je voulais savoir, c'est donc sur un tournage précis, il faut passer par vous, parfois, plutôt que de passer par la base ? Alors, surtout pas. Alors, surtout pas. Je vous explique pourquoi. Surtout pas passer par la base. Surtout pas passer par la base.
Voilà, non, mais alors surtout pas passer par la base. Je vous explique pourquoi. Au cas où vous l'ignoreriez, les armées, c'est quelque chose de très hiérarchisé. Donc, une base, il y a des gens qui se disent, tiens, je connais machin dans la base à tel endroit, ce serait vachement bien. Donc, ils pensent faire plus vite et plus efficace en contactant leurs copains, leurs connaissances sur le lieu en question. La base peut très bien se dire, ah ouais, c'est une super idée, ça, c'est génial, ben ouais, attends, pas de souci. Ils ne feront rien sans demander l'autorisation à l'échelon supérieur. L'échelon supérieur ne fera rien sans demander l'autorisation, dans notre jargon au CIRPA, c'est-à-dire à la direction de la communication concernée, de l'armée. Le CIRPA va dire, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? Va nous en parler, vous êtes au courant? Ah ben non, on n'est pas au courant. Le CIRPA, nous non plus. Et il y a de grandes chances, voilà, qu'on dise, attendez, ça ne se passe pas comme ça, donc non. Ou pire, la base peut très bien dire oui, mais le CIRPA, pour des raisons différentes, politiques, stratégiques, ou j'en sais rien, va dire je suis désolé, mais ça on ne pourra pas, parce que justement, trop sensible, ou j'en sais rien, ce genre de choses. C'est le meilleur moyen de faire gripper la machine. Je vous donne un exemple. Il y a un jeune homme qui était réserviste dans un régiment, il voulait faire un documentaire sur son régiment. Le truc était vraiment positif, vraiment positif. Il a fait l'erreur de s'adresser à ses collègues, aux gens qui les connaissaient, donc c'est remonté. Mais c'est remonté, le chef de corps n'était pas au courant. C'est remonté au niveau du CIRPA. Nous, on pensait que c'était une bonne idée, donc on a poussé à fond, mais il n'avait pas fait les choses dans l'ordre. Et par principe, ça a été non, et on n'a pas pu sauver le doc. C'est vraiment très bête, donc surtout, s'il vous plaît, surtout pas, c'est le meilleur moyen de faire gripper la machine. Il y a quand même dans cet aspect-là toute la rigidité qu'on entend sur l'armée. C'est vraiment très hiérarchisé. Chez certains, oui. Oui. Chez certains, oui. Alors heureusement, tous les militaires ne sont pas comme ça. Mais heureusement. C'est mission.cinéma. C'est mission.cinéma. Voilà. Alors non, ça n'est que mission.cinéma en fait. C'est ça. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a une façon de concevoir ou d'aborder les choses différentes entre le documentaire, qui est quand même un ancrage de la réalité, et la fiction? Est-ce que pour vous, c'est plus facile à traiter des sujets de fiction que de documentaire, ou c'est la même chose? C'est à peu près pareil, mais les sujets sont traités différemment. Moi, ce que je dis toujours aux gens qui font de la fiction, enfin, en interne, je parle, je leur dis, vous savez, quand vous recevez un journaliste, votre journaliste, il essaiera toujours de comprendre, de savoir ce que vous avez envie de lui cacher, parce qu'il a envie du scoop. Et puis ensuite, vous le recevez, et puis très rapidement, il y aura l'article, il y aura le reportage, il y aura quelque chose. Quand vous recevez quelqu'un que l'on vous envoie, c'est-à-dire un scénariste, un documentaliste, un producteur ou autre, lui ne cherche pas le scoop, il cherche à comprendre. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, on travaille différemment. Un documentaliste, on va travailler avec des organes différents. On va travailler avec le CPAD pour les archives, on va travailler avec le service historique de la défense, on va travailler bien évidemment avec les différents services des armées, si le documentaire porte sur des opérations. Alors, on va travailler un peu différemment, mais c'est quelque part un peu la même chose quand même. Il y a peut-être plus de liberté dans la fiction que dans le documentaire. Mais bon, moi j'ai vu des choses, j'ai vu des réponses qui ont été données dans la fiction qui n'auraient pas pu être données pour un documentaire. On a aidé un scénariste que vous connaissez sans doute, Frédéric Révine, pour la saison qu'on ne peut pas suspecter d'être pro-armée, en tout cas au départ. On l'a aidé, il a travaillé sur la saison 1 et 2 de Sentinelle. Et pour préparer la série Sentinelle Ukraine, j'avais organisé un rendez-vous avec lui, puis avec un général. Et Frédéric avait vraiment, comme d'habitude, très très bien préparé le rendez-vous. Il s'était vraiment beaucoup renseigné, posé des questions extrêmement pointues, extrêmement précises et autres. Le général a répondu à toutes ces questions. Et à un moment, Frédéric lui a dit, mais non, mais là, enfin voilà. Et là, le général lui a dit, écoutez, là, je ne pourrais pas répondre, c'est du secret défense. Donc là, je ne vous réponds pas. Mais sachez néanmoins qu'en théorie, voilà comment les choses pourraient se passer. Et ça, dans la fiction, c'est amplement suffisant. Pour un documentaire, s'il n'y a pas la réponse, il n'y a pas la réponse. Voilà. Et là, la réponse n'aurait pas pu être donnée. Donc, c'est dans ce sens-là où les choses sont un peu différentes. Oui, c'est exactement la question que je vous posais. Donc Évelise, qu'est-ce que vous nous cachez? Rien. Moi, j'ai la réputation d'être plutôt ouverte et puis assez directe aussi.
Et assez direct, donc quand les choses, directes et surtout transparentes, parce que je pense qu'on gagne beaucoup à être transparent dès le départ. En tout cas, moi, c'est mon credo. J'essaie de l'être le plus possible, avec le sourire en général. En tout cas, j'essaie. Et puis, en tout cas, sachez qu'on est toujours très, très ouvert. On ne vous cache rien, on n'est pas là pour cacher, on est là au contraire pour faciliter le contact, faciliter la réalisation. Des fois, c'est plus compliqué, c'est plus long que prévu. Quand c'est plus compliqué, c'est plus long, c'est parce que nous rencontrons en interne des difficultés qui peuvent être des difficultés opérationnelles parce que les gens sont débordés ou ont d'autres priorités. Et je le répète, les priorités opérationnelles priment, heureusement. Ensuite, parce que certains sont moins motivés. Il y a des gens qui sont très ouverts et qui se disent « c'est génial ton truc », et puis d'autres qui se disent « mais qu'est-ce qu'elle vient encore m'emmerder ?» Et donc, c'est parfois plus ou moins long. Mais en tout cas, on essaie toujours d'être le plus constructif, positif, et on est là pour vous aider, quoi, en clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Est-ce que depuis l'existence de la mission, vous constatez, vous, depuis votre position, des manquements ou des angles morts à l'échelle des productions que vous avez vues défiler dans vos services sur, je ne sais pas, certains fragments du sujet de la défense ou des jeux où vous dites là, c'est bizarre, on n'en parle pas et en fait, vous aimeriez... Ah, complètement. Alors là, vous mettez le doigt exactement, voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que les scénaristes, les réalisateurs, les producteurs ont des idées, mais pour avoir des idées, encore faut-il avoir un minimum de connaissances et être conscient de certaines choses. Et il y a des choses dont on est pleinement conscient parce qu'on lit, parce qu'on s'est renseigné, etc. Et d'autres dont on est moins conscient parce que c'est beaucoup plus touffu, c'est beaucoup plus caché. Donc, c'est beaucoup moins évident. Donc, et les armées, c'est ce que je disais, sont assez méconnues. C'est la raison pour laquelle nous organisons des opérations découvertes sur des thématiques que nous trouvons totalement sous-traitées en termes de programme et qui sont pourtant des enjeux fondamentaux. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire un programme sur cette thématique-là. Oui, bien sûr, on s'en fout. C'est éventuellement intégrer, en tout cas, utiliser cette matière et s'en servir pour du thrill, pour de la fiction, pour j'en sais rien, ou pour un documentaire, ce genre de choses. Donc, on a organisé récemment quelque chose sur le commandement de l'espace. Pourquoi ? Parce qu'il y a en fiction, par exemple, énormément de films de Far West, la conquête de l'Ouest. Avec Clint Eastwood dans ses beaux jours et autres, et les musiques d'Ennio Morricone. C'est que le commandement de l'espace. En gros, vous avez l'armée de l'air et de l'espace. Donc l'armée de l'air, c'est les bateaux, les machins, etc., tout ça. Et l'espace, ce qui se passe en haut dans l'espace, c'est extrêmement important. C'est tout ce qui est satellite. D'accord. Et le commandement de l'espace, c'est, je dirais, non pas la conquête de l'Ouest, mais la conquête de l'espace. Parce que les satellites en haut, je dirais, gèrent une très grande partie de nos activités humaines quotidiennes. La géolocalisation, par exemple. Il y a beaucoup de choses qui passent par l'espace. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'espace. Il y a des satellites qui viennent en espionner d'autres. Il y a des pays qui font exploser leurs satellites. Alors, ça fait plein de débris, donc avec tout ce que ça signifie en termes d'écologie et autres derrière, mais qui le font aussi pour montrer que s'ils sont capables de faire exploser leurs satellites, peut-être que demain, ils pourraient faire exploser les nôtres. Et puis, il y a des satellites qui viennent flirter sur les nôtres. Mais ça, il y a des histoires fantastiques à raconter. C'est la conquête de l'Ouest, quoi. La conquête de l'Ouest, mais c'est en haut. Mais il se passe la même chose sous les mers. Et sous les mers, c'est quelque chose qui est tendu. Alors, on parle beaucoup des câbles qui sont coupés. Oui, parce que ça, c'est la version, j'allais dire, immergée, mais plutôt émergée en termes de com de l'iceberg. Mais sous les mers, c'est encore beaucoup plus important que ça, parce que ce qui se passe sous les mers, c'est à la fois les câbles et autres, mais c'est aussi la matière première, mais c'est aussi l'importance de nos territoires et départements d'outre-mer sont aussi liés à ça. Et ces enjeux-là, qui sont des enjeux géopolitiques, géostratégiques, et des enjeux sont très peu connus et très mal connus par le grand public. Et moi, je serais ravie qu'il y ait des fictions et qu'il y ait des programmes qui s'en emparent, parce que ce sont de vraies questions. Voilà. Donc, on essaie d'organiser des opérations découvertes pour sensibiliser les auteurs et les talents et les producteurs, mais aussi les diffuseurs, à ce genre de choses. Après, à eux de raconter des choses. Et on a vu une évolution, pour répondre à votre question. Moi, quand je suis arrivée, on me disait « mais tu nous emmerdes avec tes histoires d'armée. » Un, c'est anxiogène.
Les Français, les militaires, ils s'en moquent. Et puis les militaires, ils ne connaissent pas. Par contre, ils connaissent bien la police, ils connaissent bien la gendarmerie, ils connaissent bien les pompiers. Donc c'était meurtre A, Martine à la plage. Enfin bon, je ne critique pas les programmes, mais on voit bien toujours la même mécanique. Un assassinat, un meurtre, et puis ensuite une enquête avec des gens que les Français connaissent et qui font partie de leur quotidien. Et puis subitement, avec l'augmentation de la conflictualité, on a vu des gens nous contacter et s'intéresser au sujet en se disant oui, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et la conflictualité, en fait, le monde militaire, c'est un monde extrêmement large, c'est une arène. Voilà. Il faut le voir comme une arène dans laquelle vous pouvez raconter des histoires totalement différentes les unes des autres. Vous pouvez faire des histoires, vous pouvez raconter des histoires d'hommes et de femmes. Vous pouvez faire des films d'auteurs extrêmement intimistes. Vous pouvez faire des films d'action. Vous pouvez faire des films d'anticipation. Vous pouvez faire des films historiques. Vous pouvez faire des films d'amour. Vous pouvez imaginer énormément de choses, un mélange de genres, parce que c'est quelque chose qui est totalement ouvert et aujourd'hui encore totalement inexploré par rapport au domaine policier ou au domaine de la gendarmerie ou ce genre de choses. On parlait d'hôpitaux, la médecine de guerre, c'est quelque chose de très particulier, la médecine de guerre. Hein. Et puis alors là, en termes de visuel, c'est du visuel. Hein. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Quand on parle de sujets méconnus, on parle d'écologie par exemple. Les militaires français luttent contre l'orpaillage en Guyane. On parlait d'outre-mer en Guyane. C'est fondamental. Vous avez des orpailleurs qui viennent essentiellement du Brésil ou du Suriname, qui détruisent complètement la forêt amazonienne pour de l'or, c'est terrible, qui se tuent. Il y a des histoires, et là on peut raconter, on peut faire un film d'action, un film d'aventure, on peut faire tout ce qu'on veut. Et c'est la défense de la biodiversité. Quand la Marine nationale lutte contre la pêche illicite dans le golfe de Guinée, qui appauvrit et qui rend la vie misérable des pêcheurs guinéens de tout le golfe du Guinée, parce qu'il y a des bateaux de pêche chinois, avec de grands chalutiers, qui viennent tout drainer, enfin vous enlevez chinois, mais bon, qui viennent tout drainer, et autres, c'est quelque chose d'important. Il y a de sacrées histoires à raconter. La lutte contre le narcotrafic, c'est aussi une des missions des armées françaises. Alors que quand on parle de l'armée française, on pense à guerre. Mais ce n'est pas de la guerre, ça. Je reviens sur la mission de l'espace. En fait, le commandement de l'espace, dans l'armée, on a une notion de défense du territoire. L'espace, c'est très vaste. Du coup, quel est le périmètre d'intervention de l'armée dans le ciel ? Mais l'armée, ce n'est pas la défense du territoire. L'armée, c'est la défense des intérêts français. Oui. Voilà. C'est la défense des intérêts français. Et les intérêts français, ils sont partout. Ils sont sur la terre, ils sont dans le ciel, ils sont dans les profondeurs marines. C'est vraiment la défense des intérêts français. Et je dirais le commandement de l'espace, c'est quelque chose qui est vital. Mais à partir du moment où il y a un satellite, je pense aux chenilles, par exemple, d'Elon Musk, qui survole le territoire français pour donner Internet à tout le monde, du coup, ça peut dépendre de vous, ça ou... Ah non, ça ne dépend pas de nous. Ça va dépendre directement d'Elon Musk ou de qui. Mais nous, on a intérêt à savoir ce que les satellites qui sont en l'air font sur nous, avec nous. Qu'est-ce qui est en train de se faire ? C'est quelque chose... C'est pour ça que c'est important. Parce que il y a énormément de choses qui se passent dans l'espace qui sont aujourd'hui méconnues. Et qui pourrait être le sujet de bien de séries ou de bien de films. Ah, parce qu'il y a un recueil colossal de données par les satellites. Et oui. Quand tu disais tout à l'heure que c'est dans la vie quotidienne et courante, c'est vrai. Oui. Ne serait-ce que de savoir à quel endroit je suis et à quel moment. Oui. Donc toutes ces données-là, vous avez une visibilité, vous, l'armée. Nous, on sait qui fait quoi. Et on sait qui fait quoi. Et on connaît aussi les risques qui peuvent être induits par ce qui se passe en haut, voilà. Et donc nous, on est là pour protéger les intérêts français et les intérêts des Français. Donc un domaine d'intervention assez passionnant. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui, toujours. Mais plus par curiosité, est-ce que vous accepteriez de dire quelques mots sur votre parcours et comment on se retrouve au croisement d'une fonction comme la vôtre où la cinéphilie, la connaissance des armées se retrouvent? Bon, alors, oui, ça ne me gêne absolument pas. En fait, écoutez, moi j'ai une carrière, je dirais, à peu près classique. Hein. Moi j'ai fait une école de commerce, j'ai commencé ma carrière en Angleterre en faisant du conseil. Je suis rentrée en France
Et là, j'ai eu la chance d'être recrutée par une boîte que personne ne connaissait, qui s'appelait Nintendo. Et donc, j'ai lancé en France les premières consoles de jeux vidéo. On était 2. Donc, d'où le surnom qui me colle à la peau de Madame Nintendo depuis maintenant presque, pas 40 ans presque, mais bientôt. Donc voilà, après Nintendo, j'ai bossé pour Canal, où j'ai dirigé une filiale de Canal+, qui s'appelait Canal+ Multimédia à l'époque. Après, j'ai fait la même chose pour Lagardère, où j'ai été directeur général adjoint des activités de télévision interactive du groupe. Après, j'ai travaillé pour la chaîne parlementaire pour en faire la chaîne telle qu'elle est aujourd'hui, parce qu'à l'époque, quand j'étais arrivée, c'était en robinet à images de ce qui se passait dans l'hémicycle. Donc, on en a fait une vraie chaîne avec un positionnement complémentaire des chaînes d'infos en continu, donner du temps au temps, expliquer, etc. Avec une vraie chaîne, une grille des programmes, une production, de la copro, de l'image à l'antenne, enfin bon, etc. Et après ça, j'avais participé au lancement de la TNT. Donc, après, je me suis occupée du passage de la France à la télévision tout numérique. Après, j'ai essayé d'aider des pays étrangers à organiser leur transition vers l'audiovisuel numérique et vers le numérique tout court, notamment en Afrique, mais pas que. Après, j'ai fait un peu de conseil de redressement d'entreprises en difficulté, de retournement avec Jacques Attali. Et puis, j'avais envie de revenir dans les médias, parce que ça me manquait beaucoup. Et mon ex-boss chez Canal m'a dit, il cherche quelqu'un au ministère des Armées. Alors, c'est rigolo, parce que c'est Canal qui m'a envoyé au ministère des Armées. Et le Canal historique, en plus. Donc, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux que j'aille faire ? Il me dit, écoute, il cherche quelqu'un qui connaisse les jeux vidéo. Ok, il y a longtemps, mais ok. Qui connaisse le monde de la télé, d'accord. Qui connaisse ce qu'est la production, je savais. Qui connaisse le monde du cinéma, oui, quand j'étais chez Canal. Qui connaisse les contraintes liées au service public. Et Dieu sait s'il y en a. Oui, je connais, puisque chaîne parlementaire, puisque passage auto-numérique, etc. Qui connaisse ce que c'est que la communication d'influence. Ah oui, c'était ce que j'avais fait en Afrique. Donc là, je cochais tout, là, je comprenais pourquoi il m'avait pensé à moi. Il a fini en me disant, et qu'il soit compatible avec des militaires. Et là, je dis, ça veut dire quoi ? Et il me dit, t'inquiète, je sais que ça marchera. J'ai dit, écoute, vas-y, pourquoi pas, quoi. Et voilà, et ça fait 5 ans et demi que j'y suis, et ça fait 5 ans et demi que, honnêtement, que je m'éclate. Moi, j'ai un pied dans la création, avec des gens comme vous, avec des gens qui ont des idées, qui ont des envies, des gens de la culture, des gens qui bougent, enfin, mon milieu d'origine, je dirais. Et un autre pied avec des gens dont les enjeux sont beaucoup plus sérieux, beaucoup plus graves, avec ça trait à de la géopolitique, à de la géostratégie, à de la technologie, à plein de choses. Et je fais un grand écart tous les jours entre 2 cultures qui, a priori, sont très opposées l'une à l'autre, mais qui, en réalité, quand on les rapproche, peuvent parfaitement s'entendre et, au contraire, être totalement complémentaires. Est-ce que vous diriez que c'est ça qui fait... qu'est-ce qui fait le plus sens au quotidien dans votre travail, pour vous, à votre échelle ? Le plaisir. Moi, je me lève tous les matins en me disant « chouette, je vais bosser ». Et en plus, j'ai la chance de travailler avec une super équipe. Une partie, elle est là, est présente. Et voilà, quoi. C'est se dire le matin, je sais que je vais bosser, travailler avec une équipe super motivée, super présente, qui ne compte pas ses heures, qui a toujours des idées, qui ne décroche pas dès qu'il y a une difficulté, au contraire, qui s'y attache. Ça, c'est génial. Moi, en fait, moi, je m'amuse, quoi. Puis le jour où j'aurai fini de m'amuser, je ferai autre chose. Voilà. Et on est témoin, Evelyse le fait toujours avec le sourire. Donc, c'est parfait, depuis des années. Même quand je me fâche. Exactement, mais ça, c'est bien. Merci d'être venue. Merci à Evelyse. Et on espère vous avoir convaincu que les armées, ce n'est pas l'image d'Épinal qu'on en a tous. Et que contactez-les en premier. Ça ne sert à rien de contacter quelqu'un d'autre. Merci pour votre attention. Bonne journée. À bientôt, merci. T'es allé ? Oui, parfait.